Aujourd'hui dans Mythbuster, J'en mangerai presque mon béret. Adam et Jamie mettent les gaz. Et hop! Ils éprouvent le mythe selon lequel une voiture recouverte de boue consomme moins que sa cousine toute propre. Ensuite, grâce à leur talent légendaire, Qu'est-ce qu'on fiche? ils chercheront à savoir si la saleté peut vous faire des économies. Pendant ce temps-là, Carrie, Tori et Grant se mettent minables pour la science. D'abord avec de la bière, puis avec de la bière plus de l'alcool fort, Une autre tournée pour mon pote et moi. dans le but de tester le mythe, Debout là-dedans! selon lesquels les mélanges accentuent la gueule de bois. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Ce résultat est éloquent. et Jamie Heineman. Jamie voudrait que ça fasse boum. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Bellecci, On fait du popcorn avec des lasers. Grant Imahara et Carrie Byron. C'est flippant! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, Ça va être l'anarchie. ils les mettent à l'épreuve. Pour commencer, Adam et Jamie mettent les mains dans le cambouis. Encore en train de faire mumuse sur Internet? Regarde, je viens de trouver un mythe sur ce site. Lequel? Ça va te plaire. Il s'appelle Voiture sale contre voiture propre. Et il concerne la consommation d'essence. Ça dit qu'une voiture couverte de boue consomme moins qu'une propre, car la boue produit sur la carrosserie un effet qui ressemble à celui des balles de golf. Ça la rend plus aérodynamique et donc elle consomme moins. Pas mal. Je savais que ça te plairait. En cette période économique difficile, certains sont prêts à tout pour grappiller quelques kilomètres avec leur plein d'essence. Une couche de crasse peut-elle vraiment modifier l'aérodynamisme d'une voiture et réduire sa consommation d'essence? Eh bien, nos Mythbusters vont tenter de découvrir si cette théorie tient la route. Voilà ce que je propose. Prenons deux voitures qu'on mettra côte à côte. L'une propre et l'autre qu'on prendra le soin de salir. Ensuite, on mesure leur consommation d'essence. Tu sais, d'après nos expériences passées, on ne trouvera jamais deux voitures aux performances strictement identiques. On devrait prendre une voiture qu'on testera à la fois sale et propre. Ensuite, on pourra comparer les résultats et voir si ce mythe tient debout. Exactement. Allons-y. Pour plus de précision, ils n'utiliseront qu'une seule voiture. Celle-ci devrait faire l'affaire. Je suis assis sur notre voiture test. Cette berline américaine classique 4 portes va nous permettre de vérifier le mythe de la voiture propre, voiture sale. On n'utilisera que celle-là. Elle sera tantôt propre, tantôt sale. On mesurera sa consommation d'essence à chaque fois. Après ce départ sur les chapeaux de roue, nos Mythbusters prennent la route pour faire passer ce mythe à la vitesse supérieure. Pour ce test, la précision est un élément clé. Ce test consiste à mesurer avec précision la quantité d'essence consommée par cette voiture. Pour ça, on a installé notre propre système d'alimentation en carburant. Voilà notre réservoir, le carburant arrive par le bas, passe par la pompe et rentre directement dans le système d'injection. Quand on atteindra les 105 km/h et qu'on franchira la ligne de départ, Adam placera la flèche au niveau de carburant correspondant. 1 kilomètre plus loin, il placera la deuxième flèche au niveau de carburant qu'il restera. Voilà comment on va mesurer la consommation de carburant. Maintenant qu'ils sont prêts à suivre les flèches, il est l'heure de mettre les mains dans le cambouis. Le but est de savoir si une voiture sale consomme moins qu'une voiture propre. Il nous faut donc une voiture sale. Là, en bas. Ouais. Il se fie à cet adage maison. Pourquoi faire sale quand on peut faire très sale? Mais il y a un hic. Elle est bien sale, mais on n'y voit pas grand-chose. Arrête de pleurnicher et fais marcher les essuie-glaces. J'applique une technique méconnue. Jamie l'a utilisée pendant sa formation pour devenir un ninja. Lorsque toi plus rapide que l'essuie-glace, alors toi être prêt. Maintenant que la voiture est en beauté, il est temps de mesurer sa consommation. Allez, on y va. D'accord. Tu n'as qu'à dire hop quand tu passes la ligne. Très bien. Et... hop! La vitesse est constante?
105 tout pile. Par souci de cohérence, les garçons effectuent le parcours 5 fois, à une vitesse constante de 105 km/h à chaque fois. 9,4 cm. Bon, c'est parti. Ensuite, Adam convertit les centimètres en litres au 100. Bon, cette voiture a effectué plusieurs fois ce parcours, à une vitesse de 105 km/h à chaque fois. Les résultats sont cohérents. Si je fais la moyenne, j'arrive à une consommation exacte de 9,8 litres au 100. Avec la voiture sale, ça donne 9,8 litres au 100. C'est ça. Allons la laver. D'accord. 9,8 au 100 semble être un chiffre raisonnable. Et maintenant, il décide de s'amuser un peu, au sens propre, et se débarrasse de la crasse pour la deuxième partie du test. Elle était vraiment sale. Mais un coup de savon ne suffit pas à déloger la crasse tenace. Allez, encore une fois. 6 lavages et une chamoisine à Heinemann plus tard, la voiture est rutilante. Mais Jamie doute sérieusement du mythe. J'ai pas vraiment un esprit conventionnel, mais si cette théorie est avérée, cela voudrait dire qu'on est à côté de la plaque à essayer de faire briller les avions et les voitures. Ça serait surprenant. Eh bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Tout est prêt. La voiture est propre, on peut y aller. Comme la première fois, la voiture propre effectue 5 fois le parcours. Et... hop, C'est bon. hop, De nouveaux chiffres. hop, Le plein, s'il vous plaît. hop. Je commence à bien aimer ce parcours. Ouais, on le connaît comme notre poche maintenant. Regarde-moi ça. Sur la moitié des tests, on a utilisé 9,20 cm et les autres 8,89 cm d'essence. Je peux faire le calcul de tête. Ça donne 9,09. J'adore les chiffres réguliers. Avec tous ces chiffres réguliers, Adam fait le calcul en moins de 2. J'ai les résultats et je vais vous les donner. La voiture sale a obtenu une moyenne de 9,8 litres au 100, tandis que la voiture propre a obtenu 8,9 litres. Je répète pour que vous compreniez bien. La voiture propre s'en sort mieux. Ça donne quoi? La voiture propre obtient 8,9 litres au 100. C'est mieux. Bien mieux que la voiture sale. C'est pas bon pour notre mythe. Non, pas vraiment. Eh oh! Maintenant, notre équipe se saoule au nom de la science. À cause de mon état, je ne peux pas participer activement à notre prochaine expérience. Mais j'ai plutôt hâte parce que ce qu'on vous réserve va être douloureux, écœurant et désagréable au possible. C'est un thème récurrent avec toi. C'est quoi cette fois-ci? Ce mythe concerne les lendemains de cuite. Avec la bière, on reste clair, alcool et bière, bonjour la galère. Donc, si on consomme la même quantité d'alcool, on se sentirait mieux après avoir bu seulement de la bière qu'après avoir fait des mélanges? Exactement. Facile. D'abord, on se saoule à la bière et on trouve un moyen de mesurer notre gueule de bois. Ensuite, on se saoule à la bière et à l'alcool fort et on compare. C'est très important qu'on consomme la même quantité d'alcool à chaque fois. Comme ça, les résultats seront précis. Pour que ce test ait une valeur scientifique, la nature de l'alcool doit être la seule variable. Il faut vous nourrir de la même façon pour les 2 tests. Ensuite, il faudra faire l'expérience à la même heure les 2 jours. Et enfin, c'est important que vous vous reposiez quelques jours entre les 2 tests. Ouais. Une dernière chose. Pour être sûr que vous ne trichiez pas, vous allez devoir dormir ici, à l'atelier. Hein? C'est le seul moyen d'être sûr que vous serez debout à 6 heures du matin pour les tests. Pourquoi on doit se lever à 6 heures du matin? Eh bien, c'est une question d'amplification de l'état nauséeux et de contrôle des variables. Pour pouvoir comparer les 2 cuites de façon scientifique, Grant et Tori dormiront exactement le même nombre d'heures avant chaque test. Mais surtout, ils boiront à la goutte près la même quantité d'alcool les 2 fois. Pour être certains qu'ils aient tout le confort lors de leur séjour, Carrie et ses sbires s'occupent du QG de la biture. La classe totale. Maintenant que les chambres sont construites et décorées, il est temps de m'occuper de ma salle de torture. De test. On va leur faire passer toute une série de tests visant à déterminer la pire gueule de bois. Avec la bière ou avec la bière plus l'alcool fort? Après avoir consulté un spécialiste de la gueule de bois, Carrie a mis au point la chaise diabolique.
Elle servira à déceler les 6 symptômes principaux d'une gueule de bois. Premièrement, la sensibilité à la lumière et au bruit. En gros, la luminosité sera de plus en plus grande jusqu'à ce qu'il me supplie d'éteindre. Là. Maintenant, Oui, ça suffit. ensuite, le bruit, le volume et la durée. On commencera tout doucement et on augmentera les décibels jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Stop! Troisième test pour vérifier que leur cerveau embrumé fonctionne correctement. Les garçons devront ensuite regarder une série de 10 images qu'ils mémoriseront dans l'ordre. Les images seront identiques pour les 2 tests, mais ne seront pas présentées dans le même ordre. C'est pas mal. Ça me déconcentre quand tu parles. Ensuite, Puis, ils devront évaluer leur mal de tête. Ils devront situer sur une échelle de 1 à 10 l'ampleur de leur mal de crâne. Tout le monde sait qu'une gueule de bois s'accompagne toujours d'un bon mal de crâne. Je vais devoir mettre un 9. cinquième test, le niveau de déshydratation. On passe la peau pendant 3 secondes. Avec une personne bien hydratée, la peau retombe tout de suite. Avec une personne déshydratée, la peau garde la forme avant de se remettre en place petit à petit. Oula, ça fait peur. On repassera la scène au ralenti pour calculer précisément en combien de temps la peau se détend. Quant au dernier symptôme, la nausée, Carrie possède l'instrument idéal. Cette chaise s'inspire de celle utilisée par la NASA pour les astronautes. Voilà comment on va s'en servir. On va mettre la vitesse de rotation à fond et ils vont devoir bouger leur tête en avant, en arrière, d'un côté puis de l'autre, jusqu'à ce qu'ils me supplient d'arrêter la torture. Ou qu'ils vomissent. Ce soir, c'est l'expérience témoin. Donc vous restez sobre. Trouvez une occupation et demain je reviendrai vous faire passer tous les tests. Carrie rentre chez elle et les garçons se trouvent une occupation divertissante. Ouais, Miss Buster! J'aime bien quand ils se battent ou qu'ils construisent des motos. Ils se couchent à minuit, 6 heures seulement avant que Carrie ne débarque avec l'instrument idéal pour cette expérience. Allez debout! On se lève pour la science! Une cloche à vache. T'es obligé de nous torturer comme ça? La science n'attend pas. Carrie ne perd pas de temps. Elle commence très vite les tests de contrôle sur nos cobayes sobres. D'abord, elle éprouve leur résistance aux lumières vives. Ah, ça y est. Ouais, arrêtons là. D'accord, je vais aller vérifier. Ensuite, Carrie monte le son. Les 2 garçons passent le test de mémoire les doigts dans le nez. L'estimation du mal de tête est une formalité. 1. Un léger pincement et leur taux de déshydratation est contrôlé. Tu es correctement hydraté et tu n'as pas bu. Ta peau revient vite à sa place. Enfin, pour voir s'ils ont la nausée, voici l'ennemi numéro 1 de Grant, la chaise diabolique. Oh non. Non, pas ça. La dernière fois que Grant a fait un tour de manège, l'expérience a eu sur lui quelques effets secondaires désagréables. Carrie prend donc ses précautions. Je me sens pas en super forme. On peut arrêter. Grant établit son temps de référence à 30 minutes. C'est bon, Pourquoi tu l'arrêtes? parce que tu es allé jusqu'au bout. Ça fait 1 heure. Ah, Comme prévu, ils passent tous les 2 les tests avec succès. La lumière et le bruit ne les ont pas dérangés, ils ne sont pas déshydratés et leur cerveau fonctionne étonnamment bien. Carrie vient de nous faire passer toute une série de tests plus pénibles les uns que les autres. Et encore, on était sobres. Je n'imagine même pas ce que ça va donner quand on aura la gueule de bois. Effectivement, ça risque de dégénérer quand l'alcool sera de la partie. C'est parti! Les Mythbusters cherchent à savoir si une voiture sale consomme moins de carburant qu'une voiture propre. C'est pas bon pour notre mythe. Non, pas vraiment. Mais il semblerait que ce mythe soit déjà en panne. C'était pas très concluant. Non. La voiture sale consommait beaucoup plus que la propre. Je ne sais pas trop quoi faire. Ce mythe concerne les effets type balle de golf appliqués à une voiture, non? Ouais. Et si on observait les effets type balle de golf sur une balle de golf? Comme ça, on verrait comment l'appliquer à une voiture. T'as tout compris. Ça me plaît, allons-y. D'accord. Alors, avant de passer l'éponge sur ce mythe de la voiture sale, Un écureuil, fonce dessus. il s'offre quelques balles au nom de la recherche scientifique. Tandis que Adam fait son trou, Les yeux sur la balle.
Jamie tente une approche vers Rabbi Mehta, ingénieur en aéronautique, afin d'en savoir plus sur les alvéoles d'une balle de golf. Pourquoi les balles de golf ont-elles des alvéoles? Tout simplement parce qu'elles vont plus loin que les balles lisses. Comment ça se fait? Quand la balle est en vol, une fine couche se forme autour de sa surface. C'est ce qu'on appelle la couche limite. Avec une balle lisse, cette couche s'éloigne de la surface de la balle. Cela crée une zone derrière la balle qu'on appelle le sillage, qui augmente la traînée. Avec une balle à alvéole, cette couche limite est perturbée, ce qui lui confère plus d'énergie. Elle reste accrochée à la surface plus longtemps, ce qui retarde la séparation. Elle est plus légère, la traînée est plus petite. À quel point le rôle de ces alvéoles est-il crucial? Pour le découvrir, il leur faut un golfeur hors pair. Autrement dit, Adam ne fera pas tout à fait l'affaire. Pour un drive haut de gamme, les Mythbusters ont fait appel à un golfeur professionnel, William Lim. Voilà ce qu'on va faire. On va alterner les balles avec alvéoles et les balles lisses. On a de quoi faire pas mal d'essais. On va noter les résultats et établir une moyenne. William alterne les drives avec les balles normales et les balles lisses. Je revendique cette balle de golf au nom des Mythbusters. La seule différence réside dans les alvéoles. Sinon, elles sont identiques en tout point. J'ai l'impression de taper dans une brique avec la lisse. Je l'ai mise pendant que vous tourniez le dos. Mais ce n'est pas qu'une partie de plaisir. L'important, ce sont les données scientifiques. Tout d'abord, William, joli swing. Merci. Elles sont plutôt regroupées. Mais vous remarquerez que les balles lisses sont toutes ici. Et les balles alvéolées sont toutes là-bas, au fond. Je dirais qu'ils sont 2 fois plus loin. Oui, au moins. Les alvéoles changent clairement la donne. Aucun doute. Et quand on y regarde de plus près, Pour les balles lisses, 170 mètres. Pour les balles normales, 270 mètres. autrement dit, 37% de plus en moyenne pour les balles alvéolées. Les alvéoles fonctionnent, pas de doute. J'aimerais m'intéresser de plus près aux raisons. Oui, moi aussi. Pour découvrir comment fonctionnent ces alvéoles, les garçons vont avoir recours à de plus grosses balles. Nous allons observer de plus près les phénomènes aérodynamiques qui se produisent avec une balle de golf. On va la soumettre à un tunnel aérodynamique. Ces balles sont un peu trop petites pour pouvoir les observer correctement. Alors je vais prendre cette boule de bowling et lui faire des alvéoles. On devrait y voir plus clair. Tandis que Jamie voit grand, Ça fait 1 sur 360. Adam prend la direction opposée. Cet effet fonctionne à merveille sur une balle de golf. Ça pourrait vouloir dire qu'un phénomène similaire pourrait être reproduit sur une voiture. Mais on ne va pas commencer à faire des alvéoles sur cette voiture tout de suite. On va d'abord travailler à échelle réduite. Voilà à quoi va me servir cette voiture en polycarbonate. Je veux mouler 2 voitures en résine. L'une restera intacte et j'ajouterai des alvéoles à la deuxième. Si tout va bien, je pourrai observer la différence en comparant les deux. Fini. C'est parfait. Je perce des trous depuis 3 heures. Au bout du compte, les maquettes sont prêtes à être étudiées. On se pose des questions à propos des surfaces lisses et alvéolées. Nous espérons trouver des réponses ici, au laboratoire de recherche sur la mécanique des fluides de la NASA. Bonjour Curtis, on a apporté des balles de golf géantes pour le test. Oh, extra, on va les mettre dans le tunnel aérodynamique. D'accord. On sait déjà qu'une balle avec des alvéoles est plus aérodynamique qu'une balle lisse, et que ce facteur joue sur la distance. La question est de savoir pourquoi. On veut visualiser cet effet. Eh bien, vous avez frappé à la bonne porte. Allez, on y va. Allumez la machine. On voit bien la zone derrière la balle. On dirait une bulle. On distingue clairement ce qui se passe à l'arrière. Une fois les 2 boules mises à nu, Excellent, je veux le ralenti. Ouais. le ralenti parle de lui-même. J'ai reproduit les schémas de fumée des 2 boules, et ça saute aux yeux. Le sillage de la boule à alvéole est plus petit. Elle a besoin de moins d'énergie pour traîner cette bulle. C'est pour ça qu'elle va plus loin. La couche limite irrégulière de la balle à alvéole produit un sillage plus petit et donc la traînée est moins importante. Maintenant, il reste à savoir si cet effet est applicable à la forme d'une voiture. Ça, c'est une belle transition pour notre prochaine séquence. Presque trop belle.
Cet appareil est un tunnel hydraulique. L'eau y circule à 2,5 cm/s. Cela permet d'injecter des colorations fluorescentes et d'observer les courants qui se forment autour des objets. Pourquoi utiliser de l'eau alors que notre test concerne l'aérodynamique? Parce que techniquement, l'eau et l'air sont tous les deux des fluides qui se comportent de la même façon. Ça tombe bien, parce que Adam a déjà mis à l'eau la voiture lisse. Regarde comme c'est beau. J'en vois la couleur. D'accord. Waouh, c'est magnifique! Donc, c'est la zone à l'arrière de la voiture qui la ralentit, non? Oui, c'est le sillage. Plus il est petit, moins la voiture consomme. La coloration rouge met d'autant mieux en évidence le sillage statique. Regarde! C'est excellent! Ça ne bouge pas. Et avec la voiture à alvéoles, qu'est-ce que ça donne? Tu m'annonces la couleur? C'est intéressant. On dirait que ça commence au même endroit de la voiture. Mais regarde ces lignes vertes. On a l'impression qu'elles sont plus rapprochées. Oui, c'est possible. Pour s'en assurer, on devrait confronter les deux images. C'est rigolo que tu dises ça, Jamie, parce que... Grâce à la magie de la post-production, je vais vous montrer le test de chacune des voitures. Voilà la voiture lisse. Et ici, celle avec les alvéoles. Attendez, je sors du champ pour que vous puissiez bien voir. Vous avez vu? C'est très léger, mais il semblerait que la voiture à alvéoles produise un sillage plus petit. Est-ce que ça voudrait dire qu'elle serait plus économique? Un seul moyen de le savoir, essayez sur une voiture grandeur nature. Mais ça risque de ne pas être une promenade de santé. Les garçons vont devoir faire preuve d'imagination. La bière. Certains disent que c'est le nectar des dieux. C'est la boisson alcoolisée la plus ancienne et la plus consommée. Une soirée arrosée de mousse vous laissera-t-elle en meilleur état qu'après avoir bu d'autres alcools en plus? Les garçons ont déjà effectué les tests parfaitement sobres. Il est maintenant temps de siffler quelques verres. La science nous appelle. Enfin, on va pouvoir boire un coup. Alors, quel est le programme? Je vais compter le nombre de bières que vous allez boire. Buvez la quantité que vous estimez nécessaire pour avoir une bonne gueule de bois. Et on utilisera la même quantité d'alcool quand on mélangera bière et alcool fort. Carrie tient les comptes. Les garçons ne perdent pas de temps et commencent à boire. Le but de l'expérience Une autre tournée pour mon pote et moi. est de boire suffisamment pour avoir une gueule de bois. Hé chérie, tu m'en sers une autre? Une idée qui est loin de les réjouir. Fini. On n'a pas encore bu tant que ça. Je sais. La science est cruelle. Souvenez-vous, Tori et Grant n'ont pas besoin de boire la même quantité d'alcool. L'essentiel est qu'ils boivent autant cette fois-ci que la prochaine fois. Touche ton nez avec la main gauche. Bien. Maintenant avec la droite. Après une séance intensive, Tori a bu 11 bières et Grant 5. De toute évidence, ils ne seront pas beaux à voir demain matin. Ils ont bu suffisamment de bière pour avoir une bonne gueule de bois demain. Non, Pas encore. on a de la marge. Presque. Je vais les confier à notre auxiliaire médical. Je rentre chez moi à faire une bonne nuit de sommeil. Oh, le délire! Fais en sorte qu'il ne se blesse pas, Kevin. Salut. Maintenant que Carrie est partie et que notre auxiliaire médical Kevin a pris le relais, Tori a une envie soudaine de tout redécorer. Tu sais, je me disais que cette pièce manque de porte. Il lui faudrait peut-être une sortie de secours. Et Grant est très inquiet. Il a tout cassé. Il est en colère, on dirait. Je suis pas en colère. C'est l'incroyable Hulk. Il a envie de tout casser. Je sais pas quoi faire. À minuit, le décompte final est de 14 bières pour Tori et 6 pour Grant. Ils vont se coucher. Si tout va bien, dans le meilleur des cas, j'aurai vraiment une gueule de bois. Et je serai prêt à passer les tests demain matin. Ça craint. Bonne nuit. Comme pour l'expérience test, après 6 heures de sommeil paisible, Carrie est de retour. Il est super tôt et je parie que les garçons tiennent une belle gueule de bois. Je suis sûrement la dernière personne qu'ils ont envie de voir. Debout là-dedans!
C'est l'heure de se lever. Bonjour, mes Miss Buster. Les garçons ont une belle gueule de bois, ça ne fait aucun doute. Ah, j'ai mal partout. J'ai l'impression d'avoir un marteau-piqueur dans la tête. Ça fait boum, boum, boum. Mais c'est à Carrie d'évaluer l'ampleur des dégâts. Le premier à être confronté au test est Tori. Il est aveuglé par la lumière. Là? Ici? Oui. Il ne supporte pas le brouhaha. Là, c'est bien là. Et il est clairement déshydraté. Bien plus lent qu'hier. Malgré un test de mémoire étonnamment bien réussi, Top. au bout de 2 minutes, il demande à ce qu'on arrête la chaise. J'arrête, j'en peux plus. Les résultats de Grant sont similaires pour les tests de lumière, bruit et de déshydratation, mais il rate l'exercice de concentration. Quant au test de la chaise, nous conseillons aux âmes sensibles de ne pas regarder les images qui suivent. Dès que tu vomis, le test est terminé. Je pense que j'essayais de repousser l'inévitable depuis le début des tests. Quand je me suis levé, j'avais déjà la nausée. Une fois assis dans la chaise, tous les mauvais souvenirs sont revenus. Et j'ai pas pu me retenir. Après leur soirée bière, les garçons ont vu leur tolérance à la lumière et au bruit diminuer de plus de la moitié. Ils sont 4 fois plus déshydratés et ils ont une nausée d'enfer. Si l'on compare ces résultats au premier jour, Grant et Tori ont bien la gueule de bois. Jusque-là, c'était marrant. Mais maintenant, je regrette un peu. Éteins la lumière. 2 jours plus tard et leur bière cuvée, les garçons sont de retour, prêts à rendre la fête un peu plus folle. C'est quoi le programme? On va faire un mélange bière et alcool fort. Voilà le topo. Ce sont vos résultats. Grant, tu as consommé 10,6 centilitres d'alcool avec les bières. Tori, tu as consommé 23,6 centilitres. Donc, Grant, tu devras boire 2 bières et 4 shooters. Et Tori, tu devras boire 5 bières et 8 shooters. Mais je vais mourir. La quantité d'alcool est strictement la même. C'est un point essentiel. Malgré leur appréhension pour une comparaison scientifique, les garçons vont boire exactement le même volume d'alcool que pour le test précédent. Mais cette fois, ils mélangeront bière et alcool fort. Suis la ligne, Imahara. Reste bien dessus. Fastoche. On est loin de la gueule de bois, là. Mais quelques verres plus tard, Bon, j'ai bu 5 bières. Donc j'ai bu 5 bières et 8 shooters. J'ai bu 5 bières et 8... Bon. Donc j'ai bu 5... Allez les gars, lâchez-moi un peu. ce que Tori essaie de nous dire, c'est que l'alcool fait effet. Ouh, banzai! Ma mission de charger de l'alcool est terminée. Ils ont tous les deux sifflé la quantité qui leur était attribuée pour ce soir. Je suis heureuse de pouvoir rentrer chez moi. Ils commencent à perdre la boule. Oui, une consommation excessive d'alcool peut altérer votre jugement Penche la tête en arrière et bois cul sec. et peut conduire à des actes irréfléchis. Je pense qu'il est l'heure d'aller se coucher. C'est l'heure du dodo. Cela va sans dire, n'essayez pas de faire la même chose à la maison. Adam et Jamie tentent de savoir s'il est possible d'appliquer à une voiture l'effet balle de golf, en la salissant pour que son sillage soit moins important et que la voiture consomme moins. Même si la saleté n'a pas fait ses preuves, La voiture propre s'en sort mieux. il se peut qu'il reste une lueur d'espoir au bout du tunnel hydraulique. Qu'est-ce que t'en dis? On a constaté la différence dans le tunnel hydraulique. Tu sais ce que ça veut dire? Non, quoi? Eh bien, si on observe un effet à petite échelle... Alors, l'effet serait plus grand sur une voiture taille réelle. Voilà, si on veut déterminer la validité du mythe, on doit essayer sur une voiture normale. Je te suis. Mais la tâche s'annonce délicate.
Comment alvéoler une voiture grandeur nature sans l'abîmer? On espère que ces 450 kilos d'argile vont nous permettre de faire des alvéoles sur cette voiture. Pour ce faire, on va commencer par recouvrir toute la carrosserie d'une couche régulière d'argile. On s'est rendu dans le département de design automobile d'une université du coin et on a enrôlé quelques étudiants pour nous assister dans cette tâche. On va organiser une véritable chaîne de travail. Certains vont couper des blocs d'argile de même épaisseur, d'autres vont les appliquer et d'autres vont lisser l'argile déjà posée. Si tout va bien, d'ici ce soir, on aura la même voiture, mais avec cette couleur. Maintenant que le soin automobile à l'argile est commencé, ce n'est qu'une question d'heure. D'ailleurs, pourquoi l'argile? On a décidé d'utiliser de l'argile parce que créer des alvéoles directement sur la carrosserie aurait été difficile. On aurait obtenu des gros creux plutôt que des jolies petites alvéoles. Avec l'argile, aucun souci. On fera les alvéoles après le test avec la couche lisse. 6 hommes, 390 kilos d'argile et 6 heures plus tard, on a une voiture témoin. En effet, mais le poids de l'argile devrait rendre la voiture plus gourmande en carburant. Alors, avant de commencer à l'alvéoler, il va falloir effectuer un nouveau test sans. Cette fois, ils s'y prennent un peu différemment. La procédure est la suivante. On a remplacé le réservoir de carburant de la fenêtre par une pile à combustible placée dans le coffre. On la pèsera avant le test. 10,056 kg de carburant. On montera à 105 km/h en utilisant le réservoir classique et quand on franchira la ligne de départ, Juste ici, on passe à la pile à combustible. Quand on franchira la ligne d'arrivée, 1,5 km plus loin. on éteint la pile, on la repèse. Et on détermine la consommation grâce à la différence de poids de la pile à combustible. Ce détail réglé, il est temps de donner le top à la voiture lisse. Prêt pour un petit tour? Ouais, Allons-y. c'est bon pour la vitesse. Ok, je suis prêt à changer de réservoir dès qu'on passera la ligne. Et hop, on passe à l'autre réservoir. Heureusement pour les Mythbusters, Ça a l'air de bien se passer. Ouais, l'argilo mobile file comme un bolide. Bon, on arrête la pile à combustible. Maintenant. Et après 5 parcours, quel est le résultat des courses? 9,553 kg. 9,05. Grosso modo le même chiffre que la voiture sans argile. J'adore. Grâce au système imaginé par Jamie, les alvéoles se creusent à une vitesse folle. C'est tout l'intérêt de cet épisode. C'est le truc qui m'éclate le plus. L'éclate, certes, mais il reste de l'argile sur la planche. oups. En Mythbuster digne de ce nom, Je viens de penser à une phrase qui me vient souvent en tête. Qu'est-ce qu'on fiche? les garçons creusent des milliers de dépressions. Ça commence à glisser au bout d'un moment. En 30 secondes seulement. Le résultat? Je suis pas fleur bleue d'habitude, mais ce truc est vraiment de toute beauté. Et hop, une voiture alvéolée. On n'a jamais vu de voiture qui ressemblait autant à une balle de golf. Cette voiture alvéolée maison est sans conteste une représentation ultra sophistiquée du concept de l'effet balle de golf. Bon, Je n'avais jamais vu un truc pareil. on avait parlé d'un tas de manières différentes de réaliser ce projet. Différents outils, différents matériaux, et rien de ce que j'avais imaginé n'était si réussi. Ça rend super bien. Ouais. Je suis sûr que toutes les voitures de course ressembleront à ça bientôt. T'en penses quoi? Peut-être, Jamie, mais tout dépend de ses performances. Le premier jour, Grant et Tori ont enchaîné les bières. J'en peux plus. Hier soir, ils ont mélangé bière et alcool fort. Si le mythe dit vrai, leur gueule de bois devrait être bien pire ce matin. C'est reparti. On en est au dernier jour. Dernier réveil en fanfare pour les garçons. On va savoir si les mélanges accentuent la gueule de bois. Tout mon équipement pour les tests est prêt. Je vais aller réveiller les garçons maintenant. Bonjour les Mythbusters. Debout pour la science. Tandis que Tori n'a pas l'air très frais, J'ai l'impression d'avoir un clou de 30 cm enfoncé dans le crâne.
l'état de Grant est sensiblement différent. Grant, t'es réveillé? Grant? Encore pire que la sirène. Tu sais quoi? Je suis réveillé et j'ai pas la gueule de bois. Attendez un peu, expliquez-vous, monsieur Imara. Je ne sais pas pourquoi, mais à dose égale d'alcool, mon organisme supporte beaucoup mieux la bière et l'alcool fort que la bière seule. Quand on a bu que de la bière, je faisais n'importe quoi. Par contre, avec les shooters d'alcool fort, j'ai eu l'impression de rester lucide toute la soirée. Au moment de me coucher, je me suis dit que j'aurais pu encore encaisser quelques verres. Mais j'ai dû arrêter puisque le test se fait avec la même dose d'alcool. On verra bien. En effet, tout comme la dernière fois, qu'arrive à mesurer la gueule de bois de nos cobayes. C'est la dernière fois que je buvais. Ça, c'est le signe d'une bonne gueule de bois. Clin d'œil. Prends le luxmètre et approche-le de ton visage. Bien reçu. D'accord? De toute évidence, Grant semble être en forme. Il tolère sans souci la lumière et le bruit. Il n'a pas mal au crâne et il réussit bien mieux le test de mémoire. Et top! Tori supporte mieux la lumière et le bruit qu'après la bière, mais il est toujours autant déshydraté. Oula! Ouh là, ça fait peur. Quant au mal de crâne, Je vais devoir mettre un œuf. Pas mal! Ouais, j'ai bien mal. en revanche, quand arrive le vomitron, Je dois respirer profondément par contre. Comme un manège. sa tolérance au galétomètre atteint des sommets. Quant à Grant, Bon, je le mets en marche. Mais tu as déjà battu ton record. non seulement il fait mieux qu'au premier test, mais en plus, il égale le temps établi quand il était sobre. Bon, c'est officiel, tu as dépassé ton temps de référence sans vomir. Eh oui, on dirait que j'ai évité la galère malgré l'alcool et la bière. C'est dingue! J'ai toujours cru que les mélanges étaient pires. Il faut confirmer les résultats et vérifier tous les chiffres. Mais Ouais, vu ton état et celui de Tori, le seau est intact. le seau parle de lui-même. C'est exact. D'habitude, on ne laisse pas les sots parler à notre place, mais celui-ci semble être dans le vrai. Tu peux mettre un peu plus de lumière, on n'y voit pas grand-chose. Je viens de finir la dernière série de tests pour déterminer ce qui provoquait la pire gueule de bois. Et vous savez quoi? La bière et l'alcool, c'était pas la galère. C'est vrai que j'ai un affreux mal de tête, bien pire qu'après la bière. Mais dans l'ensemble, je me sens beaucoup mieux que la première fois. Enfin, il reste à confirmer le résultat en analysant les chiffres. Mais pour l'instant, je dirais que le mythe ne tient pas debout. Et les chiffres confirment les impressions de Tori. Lors des tests de tolérance à la lumière et au bruit, à ceux de concentration, de mal de tête, de déshydratation et de nausée, Grant a fait beaucoup mieux. Et tandis que le mal de crâne de Tori était plus prononcé et son taux de déshydratation identique, il s'est mieux débrouillé qu'après sa cuite à la bière. Alors, que faut-il conclure à propos du mythe de la gueule de bois? Pour être honnête, je me suis senti beaucoup mieux après le test où on a fait le mélange. Vous avez tous les deux fait mieux qu'après la bière seule pour presque chacun des tests. Ces résultats sont vraiment surprenants. On dirait que le mythe est bidon. Oui, avec la bière, on reste clair. Alcool et bière, bonjour la galère. C'est bidon. Bidon. Et je vais vous dire, pour moi, la bière, c'est fini. Pour toujours? Ok, au moins pour cette semaine. Je suis fier de toi. Chaque année, on dépense des millions pour rendre les avions, les trains et les voitures plus aérodynamiques. Mais le mythe a-t-il été salement remis en question? Eh bien, pas pour l'instant. Hop, Mais grâce à une voiture alvéolée, Ça rend super bien. Ouais. Adam et Jamie ont prouvé qu'ils avaient plus d'un sale tour dans leur sac. Vous vous souvenez, ce sont les alvéoles qui permettent de réduire la traînée d'une balle de golf et d'aller plus loin.
Il se pourrait qu'en recouvrant la voiture d'argile alvéolée, Et hop, une voiture alvéolée. On n'a jamais vu de voiture qui ressemblait autant à une balle de golf. celle-ci soit plus aérodynamique. C'est de loin la chose la plus étrange qu'on ait mis au point. À mes yeux, sûrement l'une des plus belles. Et je ne parle pas d'un point de vue esthétique. Ce qui est beau, c'est qu'on a poussé à l'extrême le concept de l'effet balle de golf. On ne peut pas nous accuser de ne pas être allé assez loin. La voiture consommera-t-elle moins de carburant? Je ne suis pas du tout convaincu. Adam doute, mais avant de lancer le test, il reste un point à éclaircir. Vous me direz, Adam, tu as creusé 1082 alvéoles d'argile, donc ta voiture est beaucoup plus légère, et ça devrait se ressentir dans la consommation de carburant. Vous êtes homme de peu de foi, regardez un peu. Nous avons récupéré l'argile que nous avons retirée, et nous la replaçons dans la voiture. On a pensé à tout. C'est exact, mais ces alvéoles laisseront-elles une marque dans la consommation de carburant? 9,450 kg, c'est le poids de départ. Vous connaissez la chanson maintenant. Le réservoir principal est actif. C'est parti avec notre voiture alvéolée. Maintenant. Cette voiture est vraiment géniale. Elle rend mieux de loin. C'est marrant. C'est exactement le genre de truc qui ne marche que le temps de l'expérience. On devrait commencer à perdre des morceaux d'argile d'une minute à l'autre. Mais malgré les 5 parcours à 105 km/h, l'argile tient le choc. À Adam de jouer. 8,972 kg. C'est parti pour les calculs. Ça donne quoi? Bon, avec la voiture propre, sans argile, on était à 8,9 litres au 100. La voiture avec de l'argile, mais sans les alvéoles, était à 9,05 litres au 100. Pour la voiture alvéolée, on est à 7,93 litres au 100. L'effet balle de golf existe. J'en mangerais presque mon béret. Mais je le ferai pas. C'est extraordinaire, totalement inattendu. C'est pas mon genre de parier, mais si j'avais dû le faire, je pense qu'on aurait tous les deux dit que cette voiture obtiendrait le pire résultat de tous. Ou alors un résultat semblable à celui de la voiture sale. C'est un truc de dingue. Ce résultat, qui a laissé nos Mythbusters pantois, défie l'idée reçue selon laquelle une surface bien lisse réduit la traînée d'un véhicule. Il existe une grande différence entre la voiture alvéolée des garçons et une voiture sale, mais tout porte à croire qu'une surface cabossée peut faire ses preuves. Si ça fonctionne avec une balle de golf, c'était logique que ça marche aussi pour une voiture, mais je ne pensais pas que ça serait aussi simple. On a beau dire, ça a bel et bien fonctionné. On a amélioré sa consommation de 11%. C'est pas rien. 11% de mieux, c'est impressionnant. Mais Ça fait réfléchir, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Que penser du mythe de départ selon lequel une voiture sale est plus économique qu'une voiture propre? Eh bien, ce mythe-là est bidon. Mais la théorie qui se cache derrière le mythe, celle qui prétend qu'il existe un effet balle de golf qui améliore les performances de la voiture, est avérée. L'effet balle de golf rend la voiture moins gourmande. Bizarrement, on peut dire que le mythe est bidon. Mais le concept est plausible. J'en reviens pas que ça ait aussi bien marché. Je suis pas sûr de vouloir faire la même chose à ma voiture. L'argile ficherait le camp au bout d'un moment.